Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques années, l'amour est redevenu une question philosophique. Alain Badiou, dans son Éloge de l'amour, qui est un best-seller éditorial, écrit « C'est une tâche philosophique de défendre l'amour ». Et il la défend comme une expérience, dit-il, une expérience de vérité. On ne compte plus les essais de philosophes, en effet, sur l'amour. Je vous en cite quelques-uns. L'éloge de l'amour de Alain Badiou qui date de 2009, mais La révolution de l'amour de Luc Ferry en 2010, Le phénomène érotique de Jean-Luc Marion, L'amour liquide de Zygmunt Bauman, Fragile absolu, dont une partie est centrée sur l'amour de Slavoj Žižek, et bien entendu les deux derniers opus de Pascal Bruckner, Le paradoxe amoureux en 2009 et Le mariage d'amour a-t-il échoué un an plus tard. Ces discours philosophiques de l'amour, un des traits communs de ces discours philosophiques sur l'amour, c'est que, en quelque sorte, ils ont une vision assez politique de l'amour et une vision souvent assez différente. Badiou a une vision de l'amour, il éloge de la fidélité à un événement, l'événement de la rencontre. Et il y a bien entendu des échos, en quelque sorte, à travers ce discours sur l'amour, multiples sur la politique. De son côté, Žižek fait un éloge de la fragilité que révélerait l'expérience amoureuse aux individus, aux sujets d'aujourd'hui. De son côté, Zygmunt Bauman montre comment les sentiments, aujourd'hui, sont envahis par la logique de liquéfaction de la société, la dissolution des structures stables et fixes, et l'amour serait en proie au même phénomène, une sorte de capitalisme de l'amour. C'est donc des visions très différentes. Celle de Pascal Bruckner tranche également sur ces visions-là. Je dirais pas une vision héroïque de l'amour, mais une vision plus sincère, plus réelle sur les intermittences de nos sentiments, loin de toute vision héroïque et utopique de l'amour. Mais surtout, c'est le point sur lequel je voudrais insister, Pascal Bruckner, pour vous présenter, à la différence de tous ces philosophes qui s'adonnent en quelque sorte, qui semblent s'adonner à une mode, au sens noble du terme, tout le monde se saisit de ce sujet aujourd'hui, vous êtes le seul pour lequel cette question vous inquiète, vous traverse, vous interroge depuis toujours, en quelque sorte. La question des mœurs, la question des sentiments, est pour vous une question décisive pour saisir notre temps. Et je dirais que c'est peut-être une de vos singularités comme penseur, comme philosophe, comme penseur du politique. Vous commencez par là. C'est là que vous essayez de saisir les métamorphoses du contemporain. Et en réalité, vous vous rattachez, ce faisant, à une grande tradition. Ce n'est que tout récemment que en quelque sorte dans le savoir ou dans la philosophie, on a dissocié en quelque sorte la réflexion sur le pouvoir, sur le droit, sur les grands principes démocratiques, de la question des mœurs. Pour Platon ou pour Montesquieu, c'était à travers les mœurs, en quelque sorte, c'est d'abord à travers la question des mœurs, c'est-à-dire la manière dont les passions régissaient ou liaient les individus de manière différente. C'était à travers ce régime des passions qu'on pouvait comprendre les grands régimes politiques, et non pas par d'abord une réflexion sur les principes. Eh bien, vous, en quelque sorte, depuis toujours, cette question, c'est votre démarche. Ce n'est pas une démarche d'abord sur les principes, c'est une démarche sur qu'est-ce qu'il se passe, où sont nos passions, comment est-ce qu'elles bougent, et vous essayez en quelque sorte, c'est votre thermomètre, les passions. Et depuis toujours, je regardais un peu quels étaient vos premiers travaux, et je voyais que votre thèse de philosophie que vous avez faite avec Roland Barthes, je crois, portait pour titre « Le corps de chacun appartient à tous ». Au lendemain de 68, alors je ne sais pas si c'est une position que vous défendez encore aujourd'hui et que vous allez nous offrir votre corps ce soir, mais... Ce serait au-dessus de mes forces, mais ce serait évidemment... Mais donc, c'était le sujet de votre thèse. Dans les pas de Fourier, en quelque sorte, vous sondiez les utopies liées aux questions du corps et de la sexualité. Et votre premier livre, écrit avec Alain Finkielkraut en 1977, s'appelait « Le désordre amoureux », où vous sondiez en quelque sorte les limites de la révolution des mœurs, de la révolution sexuelle qui avait eu lieu en 68. Donc pour vous, c'est par là que les choses se passent. C'est ça que je trouve singulier dans votre regard. Je me souviens que
Au tout début de l'aventure de Philosophie Magazine, je trouvais que votre regard devait compter dans cette aventure, et je vous avais demandé, voilà, sur quel sujet vous aimeriez réfléchir, et vous m'aviez dit, moi, une question qui me semble décisive aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pour moi un événement, c'est le retour des Vierges. Alors là, c'est vrai, le retour des Vierges. Pascal Bruckner avait repéré que l'abstinence sexuelle aux États-Unis était un phénomène qui méritait d'être réfléchi et pris en compte comme un lieu où quelque chose se passait. Et je trouve que voilà, c'est un regard assez singulier. Vous pouvez demander à quelqu'un, voilà, quel est l'événement pour vous qui compte, c'était en 2006, dans l'année 2006, moi, le retour des Vierges. Voilà, c'est ça, je trouve, et je ne dis pas ça pour vous faire rire, je crois que c'est très profond. 2 mots sur votre itinéraire, maintenant que j'ai un peu brossé votre démarche. Vous êtes né en 1948, vous avez une enfance européenne, entre l'Autriche, la Suisse et la France, mais aussi, me disiez-vous dans le train, avec la Belgique, puisque votre grand-père, je crois, était belge, que vous venez souvent en Belgique, vous avez des liens très forts avec ce pays, que vous connaissez bien. Vous avez, après des études de philosophie à Paris, fait une thèse, je le disais, avec Roland Barthes. Vous avez enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi dans de nombreuses universités américaines, San Diego, New York, au Texas. Et je dirais que vous êtes à la fois un philosophe, mais aussi un romancier, un essayiste, un polémiste, un éditorialiste. Vous écrivez souvent dans la presse. Un éditorialiste, un philosophe, un intellectuel de gauche, mais qui n'a cessé, en quelque sorte, depuis toujours, d'interroger, d'inquiéter les grandes idées, les grands mythes issus de la révolution des années 60. Vous êtes, avant que ça devienne un poncif, en quelque sorte, vous êtes le premier à avoir fait un inventaire critique de 68. C'est devenu depuis 10-20 ans un poncif, c'est même devenu un slogan de campagne électorale, mais plus sérieusement, avant tout le monde, en quelque sorte, il vous importait, en quelque sorte, au lendemain des années 68, de voir qu'est-ce que la libération sexuelle, l'idéal et même le devoir de jouissance avait suscité en termes de nouvelles, peut-être il y avait là, derrière cela, pas uniquement de l'émancipation, mais des nouvelles moralines qui étaient peut-être en train de se mettre en place et qui méritaient d'être passées au crible. À la différence de ceux qui font aujourd'hui le procès de mai 68, vous avez toujours cherché, je dirais, à sonder cet univers de l'intérieur, en le sondant aussi bien, en le sondant d'abord sur vous-même, en quelque sorte, de l'intérieur, plutôt qu'en le jugeant de haut et du dehors. Et c'est ce qui fait, je trouve, la fécondité et la sincérité, en quelque sorte, de vos interventions. Vous écrivez tout récemment dans un volume collectif de la revue Le Débat, une formule qui décrit bien votre travail. Le vrai courage pour l'intellectuel, dites-vous, est de penser contre soi, contre son propre camp, mais vous ajoutez, sans le déserter. Et on peut dire qu'au fil de vos essais, j'en cite quelques-uns qui ont marqué Le sanglot de l'homme blanc en 1983, sur une critique interne du tiers-mondisme, La tentation de l'innocence, prix Médicis en 1995, Misère de la prospérité, La religion marchande et ses ennemis, La tyrannie de la pénitence encore en 2006. Vous n'avez cessé, en quelque sorte, de faire cet exercice de critique interne. Alors vous le faites de manière, par ailleurs, très, je dirais pas, très stimulante, parce que vos essais ont une forme singulière. Ils sont égrenés, en quelque sorte, de petits encadrés, avec des petits focus qui sont toujours amusants. Dans le dernier Paradoxe amoureux, il y a un focus comme ça qui dit tout et qui est consacré à l'empire de la pétasse, pour vous donner un peu le type d'incise que Pascal Bruckner fait dans des sujets par ailleurs très nobles et très philosophiques. Vous êtes, je dirais, une sorte de flâneur dans le monde de la philosophie, à la fois romancier, à la fois essayiste. Dans un numéro de Philosophie Magazine consacré à Tintin, on vous demandait quels étaient vos personnages favoris, et vous choisissiez 3 personnages. C'était Philippulus
dans l'Étoile mystérieuse, vous savez, le prophète de la fin des temps, où vous voyez une figure très contemporaine, mais aussi Séraphin Lampion comme figure de la bêtise, et Abdallah comme figure de l'enfant roi. Et je voudrais vous citer parce que je trouve que ça dit bien la manière dont vous allez chercher des personnages dans le contemporain au sens large, c'est-à-dire dans nos mythologies contemporaines, et avec lesquelles vous essayez de travailler. Vous dites, à la fin de ces portraits, « Il faut imaginer Philippulus enfant, écolier triste, moqué de tous, rêvant de prendre sa revanche, tissant de multiples théories du complot. Il faut imaginer Abdallah, père de famille, gâtant ses petits vauriens et tentant un peu tard un compromis boiteux entre l'affection et l'autorité. Il faut imaginer les enfants et petits-enfants de Séraphin Lampion. Ils sont devenus bobos, écolos, traders, avocats, artistes. Ce sont des rebelles, des êtres du mouvement. Ils ont une honte de leur ancêtre et de ses plaisanteries minables, mais eux aussi obéissent au nouveau conformisme. Ils se croient originaux, ils sont comme chacun de nous, dictés par l'opinion ambiante et se ressemblent dans l'illusion d'être uniques. Ils ont leurs comiques attitrés qui sévissent sur les ondes ou le petit écran, se croient drôles et sont tout simplement pathétiques et méchants. C'est la revanche terrible de Séraphin Lampion qui rigole inlassablement depuis l'au-delà et nous tend le miroir de notre propre bêtise. Voilà comment est-ce que vous brossez. Vous n'êtes pas là en train de juger les autres, mais au contraire de chercher sur vous-même comment l'esprit du temps nous tire parfois vers le haut, mais aussi souvent vers le bas, et comment est-ce que le travail intellectuel, en quelque sorte, il consiste, pour l'intellectuel de gauche, à aller contre lui-même. Alors ça vous a valu une série d'engagements assez courageux. Je pense à l'ex-Yougoslavie notamment, où vous avez pris position contre, en quelque sorte, le relativisme et l'absence de jugement politique dans cette affaire, sur la question irakienne, sur la question de l'islamisme et du danger, de la lâcheté, du renoncement d'une certaine intelligentsia de gauche par rapport aux menaces réelles qui étaient présentes dans l'islamisme, certains intellectuels de gauche renonçant en quelque sorte par culpabilité postcoloniale à exercer leur jugement critique et à opposer les mêmes principes face à l'islamisme que par rapport aux autres grandes religions. Vous avez participé à l'aventure du Meilleur de Monde, ce journal qu'on a taxé d'être en quelque sorte le manifeste des néocons et qui en réalité était beaucoup plus multiple et divers, où il y avait des orwelliens, il y avait des trotskistes, il y avait tous des gens qui en tout cas étaient unis par l'héritage de l'antitotalitarisme et par un regard un peu distancié par rapport aux emportements de leurs contemporains. Vous êtes aussi romancier, on oublie de le dire, mais des vrais romans, ce n'est pas uniquement des romans à thèse. Un roman Lune de Fiel, qui a été repris d'ailleurs au cinéma par Polanski, mais aussi Les voleurs de beauté, prix Renaudot en 1997. Vous allez aujourd'hui nous parler de l'amour, du paradoxe de l'amour qui, en quelque sorte, concentre tous nos paradoxes au-delà de nos sentiments. Vous dites que le problème de l'amour, c'est qu'il est une de nos deux grandes passions avec la liberté. L'amour et la liberté font partie de nos deux grands idéaux modernes, mais que le problème, tout justement, est d'allier ces deux grands idéaux. Comment l'amour qui attache, dites-vous, peut-il s'accommoder de la liberté qui se sépare? Je vous laisse la parole. Pour cette présentation très intimidante, enfin pour moi en tout cas. Oui, en réalité, je vais plutôt, pour centrer le débat, parler plutôt du mariage d'amour, parce que je pense que c'est une institution à travers laquelle on peut justement mieux saisir les paradoxes de l'époque et les contradictions dans lesquelles nous nous enfermons souvent volontairement. Et je voudrais commencer par un livre de Maupassant qui me paraît résumer très bien la vision classique du mariage et la vision contemporaine. C'est Une vie de Maupassant. Donc c'est un livre qui se passe en Normandie à la fin du XIXe siècle, dans une famille de petits nobles de province, près de Fécamp ou de Honfleur. La jeune fille de la famille, fille unique, tombe amoureuse d'un vicomte des environs et elle presse ses parents donc d'accepter ce sentiment. Les deux familles font alliance, comme on le faisait à l'époque, car autrefois on ne
on ne se mariait pas, mais on était mariés. Et le jour des noces arrive. Donc les époux qui ont 18 et 19 ans sont tout heureux. Et puis quand même à la fin du repas, la mère de la jeune fille dit à son mari, « Il faut que tu parles à notre fille ». Il lui rougit, il dit « Mais oui, tu as raison, il faut quand même que je lui dise un mot ». Et donc il va la trouver, il lui dit « Ma fille, ce soir, je vous remets officiellement entre les mains de votre époux. Quoi qu'il vous demande, acceptez-le, même si cela vous paraît contre nature, car désormais c'est lui qui a autorité sur vous et non plus nous. » Et elle comprend que sa vie de femme mariée ne va pas être une vallée de roses. Et elle se met au lit, inquiète, sa servante la déshabille, elle se prépare. Et bien entendu, cette jeune fille ne connaît rien à l'amour, ni physique, ni sentimental, hormis l'affection qu'elle éprouve pour son mari. Il frappe à la porte et il est en caleçon. Et la réflexion de cette jeune fille, elle dit « Oh mon Dieu, mon mari, vous êtes velu ». Car effectivement, c'est la première fois qu'elle voit un homme en jambes nues, puisque, hormis à la campagne, les mœurs dans la bourgeoisie et la petite noblesse voulaient qu'on se cache entièrement. C'était la fin du XIXe siècle. Et les bains de mer qui débutaient sur les côtes françaises impliquaient que les femmes restent entièrement habillées. On voit des photos aujourd'hui de femmes se mettant à l'eau avec des robes longues et il nous semblait inconcevable de montrer même son mollet, puisque je rappelle quand même cette anecdote de l'époque victorienne. En Angleterre, à la fin du XIXe siècle, on mettait des voiles sur les pieds des pianos, de peur qu'ils ne rappellent trop les chevilles des femmes. Alors, si vous voyez que c'était aussi une érotisation paradoxale de toute espèce de fragments de peau dévoilés. Et donc, le mari arrive, il est tout aussi ignorant que sa jeune épouse, il se met au lit, il réclame son dû, elle refuse, il la viole. C'est évidemment l'horreur et elle comprend qu'elle est entrée dans une sorte de prison dont elle ne sortira plus, puisqu'au fond, pour elle, la vie conjugale est ruinée dès cette première soirée. Et ensuite, le mari n'aura de cesse d'engrosser à peu près toutes les servantes de la maison, plus les paysannes des environs, selon les mœurs de l'époque. Alors nous pourrons voir éventuellement ensuite dans le dialogue avec vous si les mœurs ont changé. Je pense que oui, Dieu merci, mais en tout cas, c'était ça l'époque de la nuit de noces. C'était comme ça que ça se passait. Ma propre mère m'a raconté sur le tard sa propre nuit de noces, et je n'ai pas eu le sentiment que les choses avaient beaucoup changé 70 ans après. Mais le mariage classique, donc, n'est pas un mariage n'est pas toujours un mariage d'amour, et en tout cas n'est pas un mariage fondé forcément sur l'épanouissement des corps, du moins pour la femme. Et c'est peut-être ça la principale différence entre notre temps et le siècle passé, c'est qu'effectivement, nous valorisons à l'extrême des choses dont nos ancêtres se méfiaient. Si on revient à l'Ancien Régime quelques instants, rapidement, effectivement, les deux choses que les gens d'Ancien Régime bannissaient dans la fonction conjugale, c'était l'amour et le désir. Il y a des phrases explicites de Montaigne là-dessus. Pourquoi refusait-on l'amour et le désir? Tout simplement parce que c'était des choses éphémères et que l'union matrimoniale ne pouvait pas se construire sur du sable. Et donc, les mariages avaient pour finalité la transmission des biens, la procréation des enfants. Vous savez que le divorce n'était autorisé qu'en cas de stérilité avérée de l'époux. C'était le seul cas où l'Église autorisait la dissolution du mariage. Et quant à la sexualité, elle était vue comme une sorte de folie éphémère. Tous les grands textes des pères de l'Église, de Saint Jean Chrysostome en passant à Saint Augustin, jusque plus tard au Moyen Âge, bannissaient les maris qui faisaient de leurs épouses des maîtresses. C'était pour eux, le crime d'adultère d'ailleurs commençait
avec cela. Si on traitait son épouse comme une maîtresse, c'est-à-dire une femme avec qui on recherchait le plaisir, on était coupable, c'était presque un péché mortel. Et donc, l'union conjugale ne visait, selon les termes consacrés, qu'à mettre la semence dans le vase, parce qu'il fallait que cela prenne. Et aux fins de procréation, l'Église a admis pendant quelques siècles, d'ailleurs, la possibilité du plaisir féminin, mais comme moyen d'enraciner en quelque sorte le futur enfant dans la matrice. Mais sinon, il n'était évidemment pas du tout recommandé. Montaigne a une expression très crue et très vulgaire sur les maris qui prennent leurs femmes pour des maîtresses. Il dit: c'est comme si l'on voulait chier dans son chapeau avant de le mettre sur sa tête. C'est une phrase des Essais, ce qui veut bien dire dans quelle considération on tenait la volupté des époux officiels. Et à la cour, dans l'aristocratie française en tout cas, on se mariait par convenance, et puis on avait des maîtresses pour les époux et des amants pour les femmes. Et d'ailleurs, cette non prise en considération du sentiment est très bien illustrée dans un livre qui a connu un regain de popularité grâce à Nicolas Sarkozy, La Princesse de Clèves, puisque contre lui, tout le monde s'est remis à lire La Princesse de Clèves, ce qui est une bonne chose. Et c'est lorsque Monsieur de Clèves est sur son lit de mort, et il sait que sa femme est éperdument amoureuse du prince de Nemours, il lui dit: Madame, il y a une chose que je n'aurais jamais osé vous dire, car elle lui parut inconvenante à un homme de mon rang. Je vous aime dès le premier jour. Je vous aime depuis le premier jour, et je peux vous l'avouer maintenant. Et je sais que je meurs en vous voyant éprise d'un autre, et donc je meurs doublement désespéré, et de vous quitter en vous voyant chérir un homme qui n'est pas votre époux. Et donc cette méfiance vis-à-vis du sentiment, cette méfiance vis-à-vis du désir va être petit à petit combattue par l'apparition du sentiment de l'intimité dans l'histoire de la famille moderne, avec cette idée propre à la classe montante au XVIIIe siècle, la bourgeoisie, selon laquelle, eh bien, entre un époux et une épouse, et entre un père et ses enfants, il peut y avoir autre chose que de l'indifférence, il peut y avoir autre chose que de la convenance, il peut y avoir aussi de l'affection. Donc sur ce plan-là, nous connaissons les travaux des historiens, notamment les travaux de Philippe Ariès, sur la naissance de la tendresse entre époux et entre parents et enfants, qui est un phénomène très moderne. Et on pourrait le dater, par exemple, d'un philosophe comme Rousseau, qui, dans l'Émile, fait l'éloge de l'allaitement maternel. C'est une page assez belle et assez paradoxale de la part d'un homme qui a lui-même abandonné ses 5 enfants. Mais enfin bon, ça c'était l'époque. Et Rousseau, dans l'esprit de son temps, explique que l'allaitement renforce les liens de la mère à l'enfant, fortifie le petit, et à une époque évidemment où l'on mettait les enfants en nourrice, où ils mouraient en grand nombre. Et pour Rousseau, l'allaitement est en quelque sorte la fusion biologique et alimentaire d'un sentiment nouveau qui est en train de naître, qui est effectivement le sentiment d'amour possible entre les parents et les enfants et entre les époux. Arrive la Révolution française qui, très moderne en ce sens-là, institue pour la première fois la possibilité du divorce. Et le divorce, évidemment, était dirigé directement contre l'Église catholique qui prônait le dogme de l'indissolubilité du mariage. Et toute la grande littérature du XVIIIe siècle ne cesse de pester, de tempêter contre l'Église et sa volonté de ne jamais pouvoir dissoudre un mariage malheureux. D'ailleurs, en ce sens, les penseurs des Lumières ne sont pas les premiers, puisque le grand défenseur du divorce, c'est un poète anglais, c'est Milton au XVIIe siècle, qui écrit un très beau livre où il fait la corrélation entre la possibilité pour un peuple de se débarrasser de son souverain par une révolution, par une déposition, et la possibilité pour 2 époux qui ne s'entendent pas de se séparer.
Donc là, il y a un lien direct entre la relation politique et la relation amoureuse, puisque pour Milton, au fond, ce sont deux démarches analogues. Et la Révolution, donc, permet la séparation. Arrive le 19e siècle et le mariage bourgeois, dont nous sommes en quelque sorte les produits indirects, puisque ce mariage bourgeois est fondé sur le Code Napoléon, c'est-à-dire sur l'autorité du père de famille. Il a toute autorité sur ses enfants et sur sa femme. Et la conception qui préside au mariage bourgeois au 19e siècle est à la fois matinée d'idéologie bourgeoise et de romantisme. L'idéologie bourgeoise, c'est le statut minoritaire de la femme. Juridiquement, elle n'a aucun pouvoir, sinon celui d'élever ses enfants. C'est l'homme qui détient l'autorité sur le reste de sa famille. Et puis l'idéologie romantique du mariage bourgeois, c'est l'idée que la femme est un être d'une pureté absolue et tellement décharnée qu'elle ne peut pas être souillée dans les jeux du lit. Et au fond, le 19e siècle est un siècle tellement idéaliste qu'il suscite la multiplication du bordel en France et dans le reste de l'Europe, puisqu'au fond, tous les pays européens ont des mœurs identiques. La multiplication des maisons closes permet en quelque sorte la tranquillité conjugale dans le foyer, puisque la femme n'ayant pas de sexualité, étant décrétée sans érotisme, il faut bien que les hommes puissent trouver une issue à leur pulsion libidinale, et cette issue, c'est la prostitution. Et donc le 19e siècle, c'est attesté dans tous les livres de littérature, c'est l'explosion des filles de joie, avec toutes les tragédies que cela entraîne, et c'est notamment l'apparition d'une littérature policière très importante sur les maisons closes, dont le grand témoin est le préfet de police Parent du Châtelet, qui a été préfet de police sous plusieurs régimes, de la royauté à la République, et qui explique dans un livre qui sert encore aujourd'hui de document d'étude aux législateurs et aux historiens, donc il explique dans un livre que la prostitution est en quelque sorte l'égout séminal à travers lequel la sexualité des hommes peut s'épancher, et il fait un lien qui sera, je crois, repris par Michel Foucault, entre le système de voirie des grandes villes françaises et la réglementation de la prostitution dans la République, grâce auquel, dit-il, nous assurons la paix des ménages. Car au fond, c'est cela qui compte. Il faut que les ménages soient en paix. Et la prostitution va devenir, tout au long du 19e siècle, un problème chez les féministes, chez les progressistes, chez les socialistes, les anarchistes, les premiers marxistes, mais aussi chez les républicains et également chez les catholiques, pour qui le spectacle de ces filles vautrées entre les bras des messieurs va petit à petit susciter un sentiment de malaise. La prostitution, elle est omniprésente dans la littérature. On la trouve chez Balzac, chez Zola, chez Maupassant, chez Flaubert. Et de solution, elle se transforme petit à petit en problème. Second effet secondaire, si j'ose dire, du mariage bourgeois, il découle de ce dont je viens de parler, c'est l'angoisse de l'adultère. Bon, la femme n'a pas de corps, la femme est un pur esprit, plutôt son corps n'est qu'un réceptacle pour faire des enfants. Elle n'a pas de corps, mais malgré tout, on constate que dans certaines circonstances, elle a un corps et que ce corps peut exulter. Deuxième angoisse qui traverse là aussi toute la littérature et la philosophie du XIXe siècle, l'angoisse de l'adultère. On le trouve chez Balzac. Balzac dépeint le mariage de son temps comme étant l'alliance d'une jeune fille ignorante et naïve et d'un homme minotaure. Pourquoi minotaure? Parce que le minotaure a des cornes immenses, et pour Balzac, hanté par l'infidélité féminine, toute épouse est en puissance une proie facile pour des galants tapis en embuscade et qui profiteront de l'absence du mari pour déniaiser cette jeune femme qui, évidemment, n'a jamais connu les joies de l'amour. Et Fourier écrira
une hiérarchie du cocuage, qui est un texte qui a été redécouvert il y a 30 ou 40 ans, qui est un texte très drôle, où il distingue 110 espèces de cocus, dont l'une des plus drôles, plus amusantes, c'est le cocu posthume, celui qui donne naissance à un enfant 12 mois après sa mort. Et Fourier dit quel exploit quand même, quelle puissance chez cet homme que de procréer depuis la tombe. Et donc le mariage bourgeois, celui qui a duré, je pense, jusque dans les années 50, 60, va peu à peu mourir de ses contradictions. C'est-à-dire que les réformateurs et les révolutionnaires se rendent bien compte qu'on ne peut pas fonder une union durable sur le non-consentement des époux et que par conséquent, l'intérêt du législateur, c'est quand même de favoriser l'inclination entre un homme et une femme. On se rend compte aussi que la prostitution finit par avoir des effets indésirables et à nuire à l'ordre social. Quant à l'adultère, c'est évidemment la terreur de tous. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude qui n'est pas loin de prédominer aujourd'hui quand on sait que un mariage sur 30, les enfants ne sont pas du père. Simplement, en France, le Conseil d'État, dans sa sagesse, me semble-t-il, refuse les tests ADN en arguant du fait, qui ne me paraît peut-être pas complètement absurde, que si un père et son fils ou sa fille ont cohabité ensemble pendant 20 ans, il n'est pas la peine de se demander s'il s'agit bien du père biologique et qu'au fond, les liens d'affection suffisent à tenir ensemble une famille. Et on n'a peut-être pas à ressusciter les démons du passé. Mais enfin bon, peut-être que là, finalement, ces tests seront bientôt autorisés. Deux grands livres vont en quelque sorte bouleverser la conception du mariage. Je les indique brièvement. Le premier, c'est le livre d'Engels, ce compagnon de Karl Marx, de la famille et la propriété privée, où Engels tempête contre l'hypocrisie du mariage bourgeois, qui livre en quelque sorte des filles très jeunes à des vieillards lubriques qu'elles n'aiment pas et à qui elles se donnent simplement parce que, au fond, la famille les a vendues contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Et Engels plaide pour une monogamie authentique qui, dit-il, dans une société socialiste et plus tard communiste, fera en sorte que plus jamais un homme et une femme ne s'uniront pour des raisons monétaires et que plus jamais un couple ne restera ensemble simplement par commodité. Et dit-il, seul l'amour désormais doit fonder l'alliance durable entre un homme et une femme. Le deuxième livre qui va ébranler en quelque sorte la structure matrimoniale en cours, c'est un livre de Léon Blum en 1907. Léon Blum est donc jeune leader de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Il a 27 ans, il sort de l'école normale supérieure et il plaide de façon très courageuse à son époque pour la libre polygamie des jeunes filles avant le mariage. Il dit au fond, il y a deux catégories de femmes qui sont profondément malheureuses dans nos sociétés. La première, ce sont les prostituées, en général des ouvrières. Et dit-il, ce sont des jeunes femmes qui meurent de trop d'amour mécanique. Et il y a en face des jeunes filles qui meurent d'une absence d'amour et qui rêvent dans leur lit d'un prince charmant, ou tout simplement d'un amant, pour le dire brutalement, qui apaisera en quelque sorte les premiers feux de leur sensualité. Et Léon Blum dit, il est absurde de maintenir ce système de virginité jusqu'au mariage. Nous devons donc autoriser les jeunes filles, dès leur majorité, en tout cas dès qu'elles sont atteint la puberté, à vagabonder selon leur fantaisie, avec qui bon leur semble. Comme ça, lorsqu'elles arriveront devant le maire ou devant le curé, eh bien, elles seront en pleine possession de leurs moyens physiques et elles ne s'abandonneront pas au premier époux venu dans l'ignorance totale de leurs capacités. Alors, le livre de Léon Blum fait scandale, évidemment, mais en tout cas, il marque une pierre, parce qu'au fond, c'est les grands livres précurseurs. Rajoutons en outre qu'il est extrêmement bien écrit à une époque où les hommes politiques avaient de la culture, avaient appris le grec et le latin et la rhétorique.
ce qui, bon, est une heureuse surprise quand on ouvre ces ouvrages. Alors, au fond, qu'est-ce qui se passe tout au long du XXe siècle? Il se passe que petit à petit, ce qui est refoulé remonte à la surface. Et ce qui a été refoulé tout au long du XIXe siècle, c'est la sexualité. Cette sexualité, elle a été chantée, célébrée par un homme qu'on ne lit peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais qui a eu une importance énorme en 68, c'est Wilhelm Reich, hein, psychiatre, psychanalyste allemand, communiste, qui va être expulsé de l'association de psychanalyse par Sigmund Freud, qui va être expulsé du Parti communiste allemand dans les années 30 et qui, en quelque sorte, construit une théorie de la sexualité comme fonction salutaire dans les sociétés contemporaines. Et pour Wilhelm Reich, et je le résume très grossièrement, il s'agit de dire en quelque sorte que l'orgasme a une fonction fondamentale de dissipation des pulsions dangereuses dans l'être humain, et qu'un homme et une femme qui n'a pas une sexualité quotidienne et naturelle risquent d'être en quelque sorte emprisonnés dans ce qu'il appelle une carapace émotionnelle, laquelle carapace, dit-il, explique les phénomènes aussi variés que le fascisme, le nazisme et le stalinisme, qui sont des manières en quelque sorte de reporter sur un chef, sur un leader, les émotions qui n'ont pas pu s'exprimer dans un érotisme plus sain. Et au fond, toute l'œuvre de Wilhelm Reich est une sorte de métaphysique du salut fondée sur la biologie. Et il y a presque une hygiène sexuelle que la classe ouvrière et les autres classes devraient suivre pour échapper non seulement aux maladies politiques, mais aussi aux maladies physiques, puisque pour Reich, le cancer est directement lié à une sexualité déficiente. Alors évidemment, on pourra discuter cette théorie. Donc Wilhelm Reich sera persécuté, il doit partir aux États-Unis, où il est là aussi poursuivi par le FBI. Il fait des expériences qui choquent l'Amérique puritaine, notamment il construit une machine qui s'appelle l'orgone, qui est une machine à capter l'énergie cosmique, dans laquelle il voit en quelque sorte une analogie avec l'énergie physique, puisque l'orgone, c'est l'orgasme des cieux, des nuages. Et cette théorie n'est d'ailleurs pas neuve, puisqu'on la retrouve chez les anciens, dans la cosmogonie antique, dans le phénomène des météores analysé par Aristote, mais on la retrouve aussi chez un auteur que j'aime beaucoup, puisque j'ai fait ma thèse sur lui, c'est Fourier. Et pour Charles Fourier, la Voie lactée n'est jamais que l'expression de l'activité séminale des humains. C'est blanc, donc c'est un peu comme le sperme des hommes, et dit-il, nous devrions encourager les hommes et les femmes à s'accoupler de façon beaucoup plus intensive, de façon à ce que nous ayons la nuit 1, 2, 3, 4 voies lactées, que nous puissions enfin éclairer nos villes ad journo en pleine nuit. C'est une très bonne mesure à proposer d'urgence en ces temps de pénurie énergétique au secrétaire de l'ONU. Ce serait parfaitement salutaire et sans danger pour les écosystèmes. Bref, alors Wilhelm Reich va jouer un rôle très important en 68, puisque c'est le moment où il réémerge de l'oubli, il est traduit en allemand, en anglais, et donc cette insistance mise sur la sexualité explique pourquoi, en quelque sorte, l'idéal du couple qui émerge dans ces années-là n'est plus du tout celui qui avait, en quelque sorte, présidé à l'union de nos parents, de nos grands-parents, où certes la sexualité avait une place, mais elle avait en quelque sorte la petite place. On m'a raconté, mes oncles, mes tantes m'ont raconté que donc la veille du mariage, les époux allaient voir un médecin qui était en quelque sorte le confesseur, le confident, et le médecin faisait en général, c'est comme ça que ça se passait dans les provinces françaises, faisait entrer l'époux, car la femme n'était pas jugée assez mûre pour entendre les horreurs que le médecin allait déverser. Et il expliquait aux fiancés comment ça se passait, c'était une femme, et
et comment il fallait procéder, à charge pour lui ensuite de le raconter à sa future épouse. Et bien entendu, tout cela était d'une grande hypocrisie, parce que on sait très bien que les hommes et les femmes n'ont pas attendu mai 68 pour faire l'amour avant le mariage, ce que d'ailleurs révélaient tous les sondages. Et mon propre père, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, me racontait que lorsqu'il était au Gazar à Cluny, les couples qui se formaient entre garçons et filles, les couples illégitimes, pratiquaient la sodomie parce qu'il fallait rester vierge pour le mariage, et qu'au fond c'était un truc qu'on se refilait, qu'on se repassait entre garçons en disant bien sûr tu ne vas pas l'engrosser, malheureux, tu ne vas pas la déshonorer, mais il y a un moyen de connaître le plaisir, voilà. Et c'était comme ça, évidemment, tout cela se passait sous le voile pudique du mensonge. Mais c'est ainsi que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Et au fond, il y a aussi une hypocrisie contemporaine dont on pourra parler tout à l'heure. Alors, les chiffres sur ce plan sont assez parlants. Et là, j'en viens à mon sujet proprement dit, puis je vais arrêter pour passer aux questions. En 1970, on compte en France 400 000 mariages. Sur ces 400 000 mariages, à peu près un quart vont finir en divorce. Le divorce est encore très compliqué. Aujourd'hui, 256 000, je crois, pour l'année dernière, 256 000 mariages. Et là-dessus, la moitié vont terminer en divorce. Ce sont des statistiques qui sont à peu près les mêmes dans toute l'Europe, qui sont les mêmes d'ailleurs aussi outre-Atlantique. Où, ironie de l'histoire, ceux qui divorcent le plus, étant très jeunes, sont les plus croyants, c'est-à-dire ce sont les époux de la Bible Belt, qui évidemment se marient à 18 ans dans l'ignorance totale des choses de l'amour, et constatent très vite qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Alors, pourquoi y a-t-il, tout d'un coup, pourquoi la libre possibilité de l'amour se traduit-il par une crise profonde du mariage, puisqu'au fond, le mariage a perdu, c'est un peu comme l'armée mexicaine, il perd des troupes, et sur les troupes restantes, la moitié part en quelque sorte en débandade. Alors, reprenons ce que je disais juste avant. Le désir est devenu aujourd'hui le réquisite fondamental des couples, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour un couple de jeunes gens, qu'ils soient mariés ou non, qu'il fasse l'impasse sur la sexualité. Et là aussi, c'est quelque chose qui a profondément changé, puisqu'autrefois, on pensait qu'un excès de sexualité pouvait tuer la vie conjugale. Il fallait en quelque sorte ne pas réveiller le démon enfoui dans le corps des femmes et dans le corps des garçons. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce démon, il faut le réveiller à date fixe et même à heure fixe. Et au fond, la sexualité est devenue le baromètre à travers lequel nous mesurons l'intensité et la véracité d'une union. Le désir se mesure en position, en fréquence, et il suffit d'ouvrir les magazines, il suffit d'aller voir les médecins. La première question qu'on vous pose, c'est combien de fois par semaine. Et c'est là on réalise à quel point on a changé d'époque, parce que jamais un médecin n'aurait osé poser cette question autrefois. Et au fond, ça n'avait pas beaucoup d'importance, puisque on pariait sur le temps. On était mariés, on s'aimait ou on ne s'aimait pas, mais au fond, on était embarqué pour un long périple à deux. Or, désormais, là, le grand pari du couple contemporain, c'est de marier l'intensité avec la durée. Et donc, non seulement donc, la fréquence doit être calculée, mais on peut dire qu'au fond, le film X, aujourd'hui, c'est avec les arts ménagers et le jardinage, c'est l'une des constantes, en quelque sorte, du couple contemporain qui visionne ces films pour réveiller sa libido. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils que les thérapeutes donnent aux époux un peu fléchissants, leur disant regardez des films coquins, peut-être que ça va secouer madame ou réveiller monsieur. Et donc ça, c'est le premier point. Et en ce sens, on peut dire que, voilà, conquête paradoxale, notre sexualité est devenue anxieuse d'elle-même.
On redoutait autrefois de la réveiller, on redoute aujourd'hui de la voir s'assoupir. Et ça, c'est vraiment... Enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment... C'est une révolution. C'est une révolution parce que prenez le rapport Kinsey, qui paraît en 1947 aux États-Unis. Il provoque un énorme scandale. Que dit Kinsey? Il dit à peu près ce que je vous disais il y a quelques minutes. Il regarde la vie intime des Américains et il dit, voilà une nation qui ne vit pas tout à fait selon les normes qu'elle proclame. Les hommes ont des relations homosexuelles, ils trompent leurs femmes, les femmes sont elles-mêmes infidèles, elles ont eu des relations avant le mariage. Par conséquent, les valeurs de la société américaine sont quotidiennement bafouées par les citoyens de ce pays. Kinsey a suscité un tollé, la droite conservatrice et religieuse l'a banni, et il est finalement mort de chagrin et de maladie. Lorsque l'on regarde aujourd'hui nos enquêtes sur la sexualité des Français, des Belges, des Allemands, des Américains, on constate un étrange phénomène qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire que on nous explique que nous avons fait d'énormes progrès, qu'évidemment nous avons balayé tous les tabous, que nous sommes des libertins effrénés dans l'intimité de nos alcôves. Mais malgré tout, chaque année, depuis 30 ans, il y a ce même pourcentage de femmes qui expliquent qu'elles n'éprouvent aucun plaisir pendant l'amour, qu'elles s'ennuient. Il y avait à cet égard un numéro du Reader's Digest de 1987, je crois, où un sondage expliquait que 70% des Américaines bâillaient pendant le devoir conjugal et rêvaient à la place de prendre un thé avec leurs copines. Voilà. Et de la même façon pour les hommes, on explique que la partie masculine souffre des mêmes troubles, c'est-à-dire difficultés érectiles, impuissance, éjaculation précoce, donc tout ce qu'on connaît. Et au fond, on pourrait dire que la société d'hier mentait sur sa moralité et que la société d'aujourd'hui, celle dans laquelle nous vivons, ment sur son immoralité. C'est-à-dire que nous peignons de nous-mêmes un portrait qui est beaucoup plus glorieux que la vérité. La vérité est plus terre à terre. D'ailleurs, il suffit de lire les ouvrages de littérature, il suffit de lire la littérature féminine. La manière dont elle parle de ces choses-là prouve que nous ne sommes pas passés du jour au lendemain de l'obscurité à la lumière. Donc ça, c'est probablement effectivement l'un des tournants les plus intéressants et les plus problématiques de l'époque moderne, c'est qu'à partir du moment où nous avons fixé l'érotisme comme l'horizon indépassable de notre temps, eh bien, il faut être à la hauteur. Et il s'agit de ne jamais s'arrêter. Et au fond, si on compare la condamnation des passions par le XVIIe siècle, la passion est maudite, elle est en quelque sorte ce fond turbulent qui fait de l'être humain, homme ou femme, la proie d'un diable qu'il faut à tout prix éteindre, à tout prix assagir. Et songeons à tous les phénomènes passionnants de possession dont l'Ancien Régime a été le théâtre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La grande panique de notre époque, ça n'est pas l'effervescence d'Éros, c'est la banqueroute de l'érotisme. C'est qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup cela s'arrête. Et tout à l'heure, Martin parlait de mon intérêt démesuré pour l'abstinence. Non, il n'est pas si démesuré, mais je trouve que c'est intéressant parce que le retour de l'abstinence comme idéal conjugal aux États-Unis, et même, on pourrait dire, dans le catholicisme des pays latins, en tout cas, il est suggéré, il est conseillé, mais l'Église catholique a beaucoup moins de virulence et d'emprise sur les consciences en Europe que les églises protestantes n'en ont aux États-Unis. Ce retour paradoxal de l'abstinence, alors ça a un côté évidemment épouvantablement puritain, effrayant de contrôle sur les corps et les consciences dont l'Amérique nous montre à maintes reprises l'exemple. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le voir comme aussi un stratagème, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'abstinence, ça n'est pas un moyen de dire pas tout de suite, c'est-à-dire reculons le moment de la consommation de façon à ne jamais tomber dans ce qui est au fond la malédiction du désir satisfait, qui est la satiété.
Et au fond, est-ce que ce ne serait pas une ruse pour éviter la saturation des plaisirs et le fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, un certain nombre d'époux ou d'amants se retrouvent côte à côte dans la paix absolue des sens, ce qui les désole, mais ce contre quoi aussi souvent ils ne peuvent rien. Donc la sexualité fait irruption dans le mariage ou dans le couple. Deuxième point, puisqu'au fond nous sommes les héritiers d'une double révolution, la révolution du désir dont je viens de parler, mais la révolution du cœur qui vient directement du romantisme, et qu'au fond notre conception de l'amour héritée des années 60 est une conception qui me paraît, je dirais, intégrale, puisque ce que nous louons, c'est l'amour incarné, c'est-à-dire à la fois psychique et physique, dont témoignaient pour moi des images très parlantes, mais qui pour vous paraîtront peut-être lointaines. C'est les images de Woodstock, donc ce grand concert qui a eu lieu à côté de New York en 1969, où effectivement des jeunes gens et des jeunes filles à tête de Christ et de Vierge Marie, entièrement nus, qui n'étaient pas entièrement nus, s'accouplaient, mais non pas dans quelque chose qui pourrait nous paraître pornographique ou obscène, mais au contraire dans une sorte d'authenticité de l'élan charnel et de l'élan spirituel. Et je crois que c'est ça le véritable esprit de 68. Ça n'est pas du tout la grande pornographie qu'on a voulu décrire ensuite. Ça a été Maurice Clavel, le penseur catholique qu'on ne connaît plus aujourd'hui, avait une très belle métaphore pour décrire ce qui s'est passé dans ces années-là, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. C'est la métaphore il y a deux métaphores, la métaphore de l'espresso, mais la métaphore du robinet. Il dit mai 68, c'est un robinet ouvert à fond, et les forces de répression, c'est le doigt que l'on pose sur le robinet pour l'empêcher de fuir. Et il dit les éclaboussures, c'est en quelque sorte les éclaboussures de l'Esprit Saint, il était croyant, qui inonde la société, qui la féconde. Je crois que c'est assez vrai. Alors effectivement, depuis, l'Esprit Saint n'a pas toujours soufflé, et tout phénomène historique a des contradictions et provoque des régressions dont nous pouvons souffrir ensuite. Mais je pense que c'est assez vrai. C'est au fond ce à quoi nous avons assisté dans ces années-là, c'est à une sacralisation d'amour. C'est vraiment à ce moment-là que l'amour a pu être reconnu dans sa dimension, dans toutes ses dimensions. Et au fond, la crise du mariage aujourd'hui, me semble-t-il, elle vient directement de cela. Jusqu'à la Révolution française et même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'accent est mis sur le sacrement du mariage, car c'est exactement cela qu'on disait. Pas de mariage en dehors du passage devant l'Église. Le sacrement du mariage, je le rappelle, dans la tradition religieuse, c'est le reflet de l'alliance entre Jésus et son Église. Or, aujourd'hui, c'est l'amour qui est sacré. Ça n'est plus le mariage. Or, si nous avons désacralisé le mariage, c'est que pour nous, ce qui compte avant tout, c'est l'authenticité des sentiments qui peuvent unir un homme et une femme. Et par conséquent, cette authenticité prime sous toute autre forme d'alliance. Et cela explique pourquoi, petit à petit, le mariage est grignoté de l'intérieur par d'autres formes d'associations qui lui font concurrence et qui sont petit à petit en train, en quelque sorte, de le dévorer. Je pense au concubinage, qui était très fortement déconseillé au XIXe siècle. Les concubins qui se mettaient à la colle, selon le langage en vigueur, c'était des ménages ouvriers la plupart du temps. Et puis le patron, les autorités s'empressaient de régulariser l'union, car au fond, c'était vivre dans le péché que de ne pas être marié. L'union libre. Et puis le Pax, donc plus récemment institué en France, et dont le succès ne se dément pas, puisque l'ironie du Pax, quand même, il faut le rappeler, c'est que conçu à l'origine pour les homosexuels, il est aujourd'hui à 96% conclu par des hétérosexuels. Alors, que veulent dire toutes ces unions ? Au fond,
Est-ce que cela veut dire que nous allons vers un temps de désagrégation de la famille, de mise à mort du couple, comme on l'entend dans les cercles conservateurs? Je n'en crois rien. Je crois qu'au contraire, c'est parce que l'on valorise à l'extrême la sincérité du lien amoureux dans toutes ses dimensions que l'on ne supporte plus, en quelque sorte, de l'enfermer dans une institution qui a pour principal défaut, en tout cas aux yeux de beaucoup de jeunes, d'être trop étouffante. Et à cet égard, le Pacs, donc, qui existe sous d'autres formes dans d'autres pays, qu'est-ce que c'est sinon la volonté de ne jamais engager un couple dans quelque chose qui pourrait le figer et l'engluer à jamais. Et au fond, nous sommes là en quelque sorte au cœur même de la contradiction conjugale contemporaine. C'est que nous voulons en quelque sorte à la fois un engagement complet auprès de l'autre, tout en maintenant en quelque sorte une marge de jeu. C'est-à-dire, au fond, ce que nous voudrions, c'est la passion intégrale, mais aussi que les jeux ne soient jamais complètement faits. Et le Pacs, c'est en quelque sorte une fiançaille éternelle. C'est au fond, c'est cela que nous aimons. C'est restons des fiancés, demeurons au seuil de l'union matrimoniale, mais sans jamais y entrer tout à fait de crainte que le poids de l'institution ne transforme notre duo en une éternité de malheur et d'habitude. Et il y a quelques années, Daniel Vaillant, qui refait parler de lui en ce moment lorsqu'il demande la dépénalisation du cannabis, et évidemment c'est une mesure avec laquelle je suis en plein accord, donc enfin je fais pardon de ma digression. Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement à Paris, a présidé pendant quelques années une étrange cérémonie sur la place des Abbesses à Montmartre. Il tenait un registre sur lequel, en tant que maire du 18e, il recevait des couples, jeunes et moins jeunes, qui s'engageaient auprès d'un représentant de l'État à ne jamais mettre leur nom au bas d'un parchemin, comme dans la chanson de Brassens, c'est-à-dire qu'ils s'engageaient au fond à ne jamais se marier. Le paradoxe de ce geste étant qu'on demandait à un maire d'entériner le refus de toute officialisation d'une vie conjugale. Et je crois que nous sommes là effectivement dans la contradiction contemporaine, c'est-à-dire qu'au fond nous voudrions tous les avantages du couple, la publicité, la sonalité, la fête, mais sans les conséquences et sans les inconvénients qui en découlent, puisqu'au fond le concubinage, l'union libre, le Pacs ont ceci effectivement de très facile, c'est qu'on peut se séparer d'un coup de tête. Le Pacs peut être dissous en 8 jours ou en 15 jours par une lettre recommandée au greffe du tribunal d'instance. Et au fond, ce que le Pacs a rétabli, c'est la répudiation, mais réciproque, puisque cette fois-ci, les femmes, elles aussi, peuvent répudier. Mais évidemment, tout cela n'est pas sans causer un certain nombre de problèmes. Et je dirais simplement pour conclure, parce que je vois que l'heure passe, je dirais simplement pour conclure que la sacralisation de l'amour me paraît être le problème principal de nos unions aujourd'hui, d'une jolie petite musique d'église qui va nous permettre de conclure cette discussion. Pourquoi? Parce que il me semble que nous entrons aujourd'hui dans la vie à deux avec des exigences que nos grands-parents, nos aïeux n'avaient pas. C'est-à-dire que autrefois, on se mariait et puis il arrivait qu'on tombe amoureux de son conjoint. Et il arrivait qu'on vive passionnément heureux jusqu'au dernier jour. Nous en avons d'innombrables exemples. Or, aujourd'hui, nous entrons justement dans le mariage avec des exigences qui sont non négociables. Je veux évidemment connaître des émois sensuels sans comparaison. Je veux que mon épouse et que mon époux aient une position sociale avantageuse, qu'ils soient des parents extraordinaires.
qu'ils gagnent bien leur vie. Et le couple moderne est une barque qui s'engage sur les eaux de la conjugalité avec un tel fardeau d'espérance qu'il sombre très souvent au bout de quelques années. Et on pourrait se demander finalement si dans le mariage contemporain, au fond, nous ne tombons pas amoureux de l'amour beaucoup plus que d'une personne. Donc nous entrons dans cette union avec l'espérance que l'amour va nous racheter, en quelque sorte, va rédimer une vie trop ordinaire, car effectivement, l'état amoureux a ceci de tout à fait exceptionnel, qu'il fait de notre existence quelque chose qui échappe à la banalité. Tomber amoureux, c'est tout d'un coup tomber dans l'effervescence continuelle, c'est soustraire l'ordinaire du temps à la platitude, et c'est donc vivre dans un monde tout à fait singulier. Et la sagesse amoureuse, s'il y en a une, la sagesse amoureuse consiste précisément à passer de l'amour à l'amour d'une personne précise, avec ses faiblesses, avec sa fragilité, mais aussi avec sa singularité, avec sa beauté propre. Or, il me semble que le couple contemporain est malade précisément du temps qui passe et qui finit par dissoudre invariablement et la passion et le désir, et qui nous demande de passer d'un régime de l'amour fou à un régime de l'attachement qui n'est peut-être pas moins profond, pas moins bouleversant, mais qui demande effectivement peut-être une autre attente que notre sacralisation de l'amour, pour l'instant, ne permet pas, puisqu'au fond, toute l'époque ne cesse de chanter les beautés et les splendeurs de la passion sous tous ses aspects, et en nous tendant ce miroir extraordinaire, elle ne cesse de nous dire « Et toi, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Qu'as-tu fait de tes premières passions ?» Et je pense que derrière ce miroir merveilleux, l'époque tend aussi à nous culpabiliser de ne pas être à la hauteur de cet idéal qui, par certains aspects, me semble-t-il, est un idéal assez inhumain. Voilà, je terminerai là-dessus, mais on pourra continuer la discussion. Merci Pascal Bruckner. Il y a un micro qui va circuler. Moi, je ne résiste pas à vous poser une question, parce qu'il y a un point que vous n'avez pas abordé dans la nouvelle sagesse de l'amour, c'est que vous avez tout de même dit nous, les modernes, nous avons subi 2 révolutions. Nous avons voulu mettre le sentiment au cœur de la famille, parce que la tendresse vis-à-vis des enfants, et l'éros au cœur du couple. Mais je dirais, est-ce que la difficulté n'est pas d'autant plus redoutable? Comment est-ce qu'on fait, en quelque sorte, pour allier famille, couple et sentiment? C'est-à-dire que ce que vous proposez, c'est de revoir à la baisse notre idéal. Comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire qu'on décide on va décider que on va mettre moins de sentiments dans l'amour, on va dire aux enfants qu'ils ne sont plus le fruit de l'amour, on va dissocier le couple et la famille. Comment est-ce que vous imaginez concrètement de revoir à la baisse ces idéaux et surtout d'allier famille et amour? Parce que puisque la famille est fondée sur l'amour, comment est-ce qu'on fait pour les dissocier? Il ne peut pas y avoir de baisse de l'idéal, parce que ce serait évidemment beaucoup trop triste, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors comment fait-on? On fait comme tout le monde, les gens se séparent, divorcent, passent d'une union éphémère à une autre, et par un paradoxe intéressant, finalement, il me semble qu'aujourd'hui, le témoin du couple, ce n'est plus le père et la mère, c'est l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant seul qui rappelle aux parents, même lorsqu'ils sont séparés, même souvent 10 ou 20 ans après, qu'ils se sont aimés, qu'ils se sont aimés assez pour juger important d'avoir un enfant qui est le fruit de l'amour, et qu'au fond, voilà, le noyau dur de la cellule conjugale ou familiale, c'est l'enfant. Et d'ailleurs, c'est l'enfant la première victime de la séparation, souvent de façon assez tragique, même si les divorces tendent à se
à se multiplier. Dans certaines classes à Paris, je sais que c'est la même chose à Bruxelles, les enfants non divorcés sont une minorité. C'est-à-dire qu'ils se comptent sur les doigts d'une main et ils se disent, tiens, rassemblons-nous, parce que nous sommes en quelque sorte les survivants d'un système qui est en crise. Et c'est tout à fait vrai. Donc, il n'y a pas de solution. Nous suivons les conséquences d'une situation que nous avons désirée ardemment, c'est-à-dire libérer le mariage des liens de l'obligation familiale, des liens de la tradition. Par conséquent, on ne va pas revenir en arrière là-dessus. Et puis, on donnera toujours la préférence à l'amour fou sur l'amour tiède. L'amour tiédit assez vite, ça n'est pas la peine en plus de l'ériger en guide de l'action conjugale, mais simplement, il est amusant, ironique de constater qu'autrefois le mariage tuait l'amour, mais aujourd'hui c'est l'amour qui en quelque sorte sape l'institution dans laquelle on voudrait l'enfermer. Alors, quand même, nous le savons tous, cela, même jeunes, les jeunes le comprennent. Et donc, il y a quand même, me semble-t-il, un certain nombre de ruses que nous utilisons tous pour que l'amour ne meure pas trop vite. Ces ruses, d'abord, je les ai énoncées juste avant, c'est que peut-être nous retardons au maximum le moment de l'engagement, le mariage à l'essai, l'union libre, la cohabitation, qui choquait autrefois beaucoup les parents. Les gens essayent aussi, lorsqu'ils le peuvent, de ne pas être ensemble, ce qui est un moyen en quelque sorte d'éviter l'usure quotidienne, les petites frictions qui naissent d'une cohabitation trop proche, ce qui est une manière en quelque sorte de donner au couple un avenir et de ne pas le condamner tout de suite. Reste qu'à un moment ou un autre, eh bien, il faut quand même, notamment si on a des enfants, vivre ensemble, et qu'à ce moment-là, nous sommes donc soumis à l'épreuve la plus redoutable, qui est l'épreuve du temps, le temps qui construit, mais le temps aussi qui peut détruire. Et donc, il n'y a pas de solution. S'il y en avait une, on la connaîtrait. Ce que je trouve intéressant dans cette crise du mariage, c'est de constater qu'un certain nombre de vieux couples qui sont ensemble depuis 20 ans, qui se sont séparés, qui se sont retrouvés, qui se sont disputés, qui se sont trompés, qui se sont trahis, qui se sont pardonnés, finissent vers 50-60 ans par se marier. Moi, j'ai autour de moi de très nombreux exemples. Et alors, là aussi, inversion complète par rapport au passé. Le mariage n'est plus l'inauguration triomphante d'une vie amoureuse, il en est la conclusion heureuse. C'est-à-dire, au fond, quand les gens estiment qu'ils se méritent l'un l'autre, au bout d'un certain nombre d'années, ils décident de consacrer cela par une cérémonie. Et alors, c'est assez émouvant parce que je ne parle même pas des mariages où l'on voit l'épousé arriver à la messe avec un ventre qui déborde sur l'autel, et le curé est obligé d'entériner ça, puisque comme il y a une désaffection des églises, de toute façon, aujourd'hui, l'Église accepte absolument tout. Mais on voit, par exemple, des gens arriver avec leurs enfants et leurs petits-enfants à l'Église, chose qui eût été impensable il y a un siècle. Et je trouve ça assez émouvant parce que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, si les gens se séparent autant, ça n'est pas comme le dit Zygmunt Bauman, dont vous avez parlé tout à l'heure, que nous aurions aligné en quelque sorte le modèle érotique sur le modèle consumériste. Ça a toujours été comme ça, hein. Don Juan, il avait 1003 maîtresses, c'était un grand libertin. C'était la même chose au XVIIIe siècle. Il y a toujours eu dans l'amour une tendance à la consommation de partenaires. Nous ne l'avons pas inventé dans les années 50 avec la société de consommation. C'était la même chose à Rome. Il y a toujours eu cette possibilité d'embrasser un grand nombre d'aventures. Non, je crois que s'il y a cette accélération des unions et des séparations, c'est que nous valorisons plus que tout la notion de sincérité. Nous ne supportons plus, en quelque sorte, qu'un couple ne perdure pas sur des sentiments authentiquement éprouvés. Et au fond, on le voit même chez les enfants, reprochant à leurs parents
de n'être pas sincèrement attachés l'un à l'autre. Vous ne vous aimez plus, vous ne vous embrassez plus, vous êtes distants l'un avec l'autre, pourquoi rester ensemble? Donc je crois que nous sommes en quelque sorte les victimes des vertus que nous avons portées en exergue. C'est parce que, effectivement, nous pensons que l'amour est la valeur cardinale, et je crois que c'est assez vrai, qu'en quelque sorte, nous soumettons nos unions contingentes à des critères qui sont souvent des critères extrêmement inhumains et qui peuvent nous détruire. Donc, libre ensuite à un couple, lorsqu'il continue à s'aimer au-delà des quelques années de passion, libre ensuite à un couple de, oui, renégocier, si le mot n'est pas méprisable, de se dire nous aimons sincèrement, nous n'allons pas tout arrêter parce que tout d'un coup, la flamme et le feu des premiers jours ne sont plus là. Nous nous aimons, restons ensemble. Mais si vous voulez, la société n'intervient plus dans nos amours. C'est à chacun, en quelque sorte, de redécouvrir les vertus de la durée ou, au contraire, les vertus du provisoire. Mais en même temps, la tragédie du divorce nous prouve aussi que ce côté éphémère des amours contemporaines a un prix terrible. Et ce prix, la littérature, les témoignages, la sociologie ne cesse de nous en parler. Par conséquent, la libération des mœurs qui est intervenue dans les années 60 et sur laquelle personne ne pourra jamais revenir, y compris à l'extrême droite, puisque au Front National et dans tous les partis d'extrême droite, ça couche, ça baise et ça divorce comme partout ailleurs. Même les conservateurs américains, les pires. Je pense à un exemple, parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps dans la presse. Newt Gingrich, qui est un des leaders de la droite dure américaine, grand défenseur de la famille et des valeurs de fidélité, a été mis en difficulté récemment par un journaliste qui lui a dit: mais monsieur Gingrich, donc vous êtes pour la pénalisation du divorce, vous êtes donc pour la pénalisation de l'adultère, comme il va de soi dans ce pays, mais pourtant on vous a vu récemment arriver au chevet de votre seconde femme qui était en train de se mourir d'un cancer, avec un document judiciaire exigeant le divorce pour vous remarier avec votre troisième épouse. N'y a-t-il pas là une contradiction entre vos principes et votre conduite? Et effectivement, nous sommes tous les héritiers de cette période-là, mais cette libération des mœurs a une contrepartie qui est très douloureuse et qu'il serait malhonnête de se cacher. Donc voilà, c'est ce que j'essaie d'exprimer à travers mes paroles. Il y a des questions ici devant. Une première question d'ordre tout à fait historique. Vous avez présenté une sorte de libération de la femme par rapport à la situation qui était la sienne avant. Or, je pense personnellement que, comme Rousseau est le maître à penser de la Révolution, enfin un des maîtres en tout cas les plus importants et les plus suivis, il y a deux Rousseau. Il y a le Rousseau du contrat social sur lequel effectivement est basée une des parts essentielles de la Révolution, mais il y a aussi les milles. Et dans les milles, l'homme est éduqué d'une façon parce que c'est un homme et la femme d'une autre façon parce que la nature du Rousseau l'a fait différente. Et la conséquence pratique, c'est que les révolutionnaires français ont lutté contre le désir d'un certain nombre de femmes de participer à la lutte citoyenne, au point qu'ils sont allés jusqu'à couper le cou à Madame de Gouges, parce qu'elle réclamait pratiquement les mêmes libertés pour les femmes que pour les hommes. Si bien que je ne pense pas que le Code Napoléon soit une rupture, mais la continuation de cette situation. Ça, c'est ma question historique. D'autres, étant donné mon très grand âge, puisque je devais avoir 20 ans dans les années 45, 50, les vieux de jadis, bon, s'arrangeaient, mariaient la plupart du temps, éventuellement. Mais actuellement, comment est-ce que les sociologues ou les romanciers et les autres pensent la vieillesse des gens qui ont maintenant 20 ou 30 ans et qui sont effectivement dans cette espèce d'explosion du sentiment et de l'amour au sens le plus matériel du terme? Merci.
D'abord, sur la Révolution, ce que j'ai dit que c'était une rupture dans la conception du mariage, puisque c'est la première fois que le divorce a été institué. Le divorce a été aboli ensuite en France en 1814 et réintégré dans la loi en 1884. Donc c'est sur le divorce plus précisément dont je parlais. Mais effectivement, vous avez raison sur Rousseau et les femmes. Rousseau avait une conception très classique des femmes que nous n'avons plus aujourd'hui. Dieu merci. Alors, comment penser la vieillesse des jeunes générations? C'est très dur parce que personne n'a envie de penser à ça. Même si nous avons vu il y a un an nos lycéens défiler pour leur retraite, mais c'était une protestation contre la précarité. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux catégories en Europe qui divorcent. Il y a les très jeunes, c'est-à-dire ceux qui se sont mariés sur un coup de tête puis qui s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur. Et puis, il y a les retraités. Et les retraités, c'est-à-dire les 50, 60, 65 ans, c'est une catégorie tout à fait nouvelle parce que, d'abord, ils sont en pleine forme physique. Hein, c'est pas du tout les retraités d'avant. Ils ont un punch étourdissant, ils ont de l'argent, puisque c'est encore la génération qui touche une retraite consistante. On les voit avec leur sac à dos sur les 4 continents, dans les avions, ils chantent et ils pètent la forme. Ils ont été bien nourris, et puis c'est quand même l'avantage de nos sociétés développées où la médecine a fait d'énormes progrès. Or, que se passe-t-il pour de très nombreuses personnes, hommes et femmes, qui arrivent à l'âge de la retraite? C'est qu'ils ont élevé leurs enfants, les petits sont partis, et tout d'un coup, ils se disent « mais j'ai 20 ou 30 ans devant moi, pourquoi persévérer dans le même chemin ?» Et il y a des situations de divorce assez dramatiques à cet âge-là, où tout d'un coup, du jour au lendemain, où le mari ou l'épouse claque la porte en disant « ben voilà, j'ai fait mon job, maintenant débrouille-toi ». Avec la cruauté des séparations, car toute séparation, ne nous le cachons pas, qu'elle soit faite avec des fleurs ou qu'elle soit faite sur SMS, comme on le pratique beaucoup aujourd'hui dans la jeunesse, est terrible pour celui ou celle qui est abandonné. Donc ce phénomène est intéressant puisqu'on se remarie, on se remet en couple. Éventuellement, si on est un homme un peu vaniteux et riche, on refait un enfant à 50, 60 ans. Je ne peux pas ne pas penser au film extraordinaire de Woody Allen, c'est l'avant-dernier, où on voit Anthony Hopkins jouer donc c'est un riche, je crois, architecte londonien, qui dit à sa fille, qui a 30 ans, j'ai rencontré une femme extraordinaire, élégante, très cultivée, et il arrive un jour dans sa famille avec cette nouvelle compagne, elle trouvait être une fille, c'est une bimbo assez vulgaire, très sexy, et dont on comprend qu'elle est, comme disent les anglo-saxons, une gold digger, c'est-à-dire une chercheuse d'or. C'est qu'elle a flairé le pigeon. Et il y a une scène géniale, parce que où Anthony Hopkins lui achète un appartement à Londres avec vue sur la Tamise, c'est-à-dire quelque chose qui vaut des fortunes. C'est probablement 2 ou 3 millions d'euros à cette partie-là de Londres. Et lui dit « oh mon chéri, c'est génial, allez tiens, prends-moi tout de suite ». Et il lui dit « attends bébé, attends, et il faut que je prenne ma pilule ». Et alors il prend sa petite pilule bleue, et elle lui dit bah, « alors viens ». Il dit « non, il faut un quart d'heure ». Et alors deux ont les yeux fixés sur la montre. Et bon, c'est très touchant, et en même temps c'est pathétique, voilà. Donc ça en dit long sur... Ça a sans doute toujours été comme ça, l'amour, mais ça, c'est notre patte humaine à nous d'aujourd'hui. Et donc, voilà, la vieillesse des jeunes générations, je pense qu'elle sera comme celle que l'on vit aujourd'hui. Elle sera tourmentée, volatile, volubile, mais effectivement, il n'y a plus de frontières à l'amour. C'est-à-dire qu'on ne se dit plus, à un certain moment, les jeux sont faits. À tout âge, et même à un âge très avancé, les hommes et les femmes comprennent qu'au fond, les frontières ont reculé, et que les limites peuvent toujours être transgressées, qu'au fond, une femme de 60 ans, un homme de 60 ans et voire plus, peuvent un jour rencontrer un nouvel être à aimer,
Et dans ma propre famille, un homme de 80 ans a rencontré une femme au lendemain de la mort de son épouse et connaît maintenant une très longue vieillesse heureuse. Donc, vous voyez, c'est le bon côté de cette époque, c'est qu'au fond, en rallongeant la vie, on a donné une sorte de nouvelle profondeur temporelle à des existences qui, je le rappelle, s'arrêtaient à la Révolution française à 30 ans. La femme de 30 ans chez Balzac, c'est celle qui rentre dans le crépuscule de sa vie. Toujours chez Balzac, il y a cette phrase qui m'avait frappé, je crois, je ne sais plus exactement dans quel roman. Alors entra dans le salon un auguste vieillard de 50 ans. Et oui, 50 ans, on ne se rend pas compte. Et Voltaire et Fontenelle, qui ont vécu anormalement vieux à leur époque, étaient considérés comme des exceptions. 90 ans pour Fontenelle, c'était un miracle, c'était presque un monstre pour les gens de son époque. Et donc, effectivement, cette allocation d'années supplémentaires, je crois, c'est le merveilleux cadeau que la science, le progrès, l'alimentation font aux générations actuelles. Et donc, c'est pourquoi la pulsion amoureuse, le besoin d'aimer, d'être aimé, ne s'arrête pas un jour avec la retraite, mais perdure bien au-delà des années où nous sommes en quelque sorte mis au rencard du monde du travail. Mais cette sortie du monde du travail, c'est aussi peut-être une ouverture au monde du sentiment, du cœur et de l'exploration de la planète, puisqu'aujourd'hui, je le répète, les charters sont pleins de personnes d'un certain âge qui vont découvrir les beautés de l'Afrique, du Kenya, gravissent le Kilimandjaro, vont explorer Borobudur et encore, et parfois avec une pétulance qui n'appartient qu'aux adolescents. Et nous sommes entrés dans le temps de l'adolescence aux tempes grises, ce qui, après tout, n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Je m'étonne, Pascal Bruckner, que vous n'ayez pas encore parlé de l'affaire dont tout le monde parle, de DSK. Comment est-ce que vous situez la figure de... J'aimerais bien, parce que je me dis qu'un reichien ou un ancien reichien, la figure de l'ogre sexuel... Quelle place est là dans la configuration psychologique aujourd'hui? Surtout le scandale DSK, la manière dont pour les femmes et pour les hommes, il a manifestement été interprété différemment, pour les générations différentes. L'ogre sexuel, c'est quoi cette figure d'ogre sexuel? Est-ce que c'est juste un cas pathologique, ou bien est-ce qu'il est révélateur de quelque chose de plus sourd et c'est-à-dire de la persistance de comportements de prédation sexuelle derrière l'idéologie de l'égalité homme-femme et du consentement? Oui, alors on dirait plus ogre sexuel aujourd'hui, on dirait pathologie. Tout ça a été évidemment réintégré dans le langage de la médecine et de la psychiatrie, puisqu'il existe aux États-Unis et en Europe, c'est en train de s'installer en France aussi, des cliniques pour addictifs sexuels. Donc là, la sexualité est devenue une addiction. Là aussi, c'est quand même quel changement par rapport il y a 40 ans, où tout d'un coup la pulsion bénie des dieux devient en quelque sorte un objet d'étude pour la psychologie, la psychanalyse. Alors sur cette affaire, je dois dire que d'abord, elle a désolé beaucoup de gens de gauche, puisque c'était le meilleur espoir. Et même si on savait que l'homme était agité de soubresauts érotiques fréquents, on ne pouvait pas soupçonner, si les faits sont avérés, encore une fois, que ça pouvait aller jusqu'à pulvériser ses chances à la présidentielle en sautant sur une femme de chambre. Ce qui, évidemment, accrédite, selon moi, la thèse du suicide. Enfin, plutôt la non-volonté d'être puisqu'au fond, c'est ça qui ressort du comportement de DSK. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé chez lui. C'est un regard qui manquait de lumière. C'est un homme extrêmement intelligent, brillant. Et il me semble qu'il y avait dans ses yeux ce qu'on trouve chez Sade, c'est l'apathie du libertin. C'est-à-dire le libertin, c'est quelqu'un qui, en dehors des éruptions érotiques, est un homme froid, sans désir, sans passion, parce que rien d'autre ne l'intéresse que l'objet de son obsession. Et il me semblait justement qu'il y avait chez lui quelque chose qui n'était pas de l'ordre du désir. Ce qu'on avait vu chez Ségolène Royal, ce qu'il y avait chez Sarkozy, ce qu'il y avait chez Mitterrand, chez Chirac, l'envie d'y aller, l'envie de gravir les montagnes et d'essuyer tous les échecs pour être nommé, chez DSK, je ne le sentais pas.
Même lorsqu'il parlait, il n'y avait pas ce qu'on appelle en français la niaque, c'est-à-dire cette volonté de vaincre tous les obstacles pour réussir. Maintenant, sur l'affaire elle-même, il y a plusieurs choses à dire. C'est qu'effectivement, les comportements d'ogritude n'ont pas cessé. Je pense qu'ils sont consubstantiels à l'homme. Il y a des hommes qui sont des prédateurs frénétiques et au fond, tout adolescent, à un certain moment, l'est. Ces comportements sont-ils féminins? Je ne sais pas. Je remarquerai simplement que Madame Carla Bruni Sarkozy a dit dans plusieurs interviews avant d'être mariée qu'elle ne comprenait pas la monogamie, qu'elle-même avait eu de très nombreux amants. Donc cela laisse à penser que les femmes aussi peuvent avoir une vie sexuelle extrêmement plurielle, mais sans aller évidemment jusqu'au viol et jusqu'à la prédation. Alors, je pense que l'affaire DSK va rebattre les cartes, qu'on va donc voir revenir une parole victimaire chez les femmes, ça c'est sûr, et qu'un certain nombre d'affaires vont réémerger, au risque évidemment de relancer une certaine guerre des sexes. Alors sur ce plan, me semble-t-il, il y a quand même deux cultures. Il y a la culture américaine et puis il y a la culture latine, dont nous sommes tous partie prenante. Je suis frappé par le fait que Dominique Strauss-Kahn a été présenté comme coupable bien avant d'être jugé. On pourrait même dire qu'il a été puni, châtié publiquement quand on l'a menotté. Et tous les humoristes de toutes les chaînes américaines en ont fait leur tête de turc. On l'a présenté comme le pervers, la grenouille lubrique, selon le qualificatif que les Américains donnent aux Français, puisque pour eux, les Français se partagent entre des filles légères, qui ensuite viennent pleurer qu'elles ont été violées, et des hommes frénétiquement adonnés aux choses du sexe et qui n'ont pas encore accédé à la sagesse anglo-saxonne des rapports entre les hommes et les femmes. Sur ce plan-là, évidemment, il y a un fossé entre nous. Aux États-Unis, moi je suis toujours frappé quand je vais y enseigner, je suis toujours frappé par exemple par le fait que le premier conseil qu'on vous donne, le premier rappel qu'on fait aux professeurs invités, c'est de laisser la porte ouverte lorsque l'on parle avec une étudiante, de ne jamais se retrouver seul dans un ascenseur avec une jeune femme, en tout cas de sortir si elle rentre, s'il n'y a pas de témoin, évidemment de ne jamais inviter au café une étudiante, et encore moins au restaurant. Et si les relations consenties entre professeurs et étudiants ne sont pas formellement interdites, elles sont absolument tabous. Si un professeur a une relation avec une étudiante, il est viré dans les 24 heures qui viennent, même si elle est consentante, même si elle est majeure. Et de cela témoigne évidemment un certain nombre de grands romans nord-américains, La Tâche de Philip Roth et beaucoup d'autres. Dans les relations de travail, pas de troubles, pas de libido. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les dress codes, c'est-à-dire les femmes doivent être habillées avec des jupes longues, ne pas mettre des chemisiers transparents. Et si par malheur une relation amoureuse naissait au sein d'un bureau ou d'une firme, il faut immédiatement la régulariser, car sinon c'est la perturbation. Et je dois dire que dans la plupart des grandes entreprises américaines, tout employé doit signer un code de bonne conduite sexuelle. C'est un document officiel qui l'engage et qui le condamnera au congédiement s'il ne le suit pas. Donc, sur ce plan, l'Amérique ne plaisante pas avec les choses de l'amour. Et alors, c'est la même chose, c'est pareil en politique, où l'on voit bien que l'affaire DSK a déjà été éclipsée aux États-Unis, c'est fini. Il y en a eu 2 autres depuis, mais c'est cocasse en plus. Il y a l'affaire Wiener, évidemment, c'est le nom des hot dogs à New York, c'est Wiener, c'est la marque, et ça veut dire pénis en argot. Et alors, c'est cet élu démocrate qui a promené son image sur Twitter, où on le voit torse nu, avec des pectoraux, mais plus gênant, il se montre en slip avec une petite bosse
dans lequel sont... Alors, il a envoyé cette photo à des dizaines de collaboratrices, et là, Obama lui a demandé, il y a 2 jours, de démissionner. Et alors, le plus drôle, c'est qu'on est vraiment dans le monde anglo-saxon. Il est venu à la télévision, il a pleuré, en disant « Je demande pardon à ma femme, je ne savais pas, je n'ai pas fait exprès. » Et donc, il va probablement perdre sa fonction. Deuxième chose, c'est le cas Schwarzenegger, adepte, alors là aussi, adepte des amours ancillaires, puisqu'il avait fait un enfant à sa bonne ou à sa femme de ménage, et ils vivent à 4 ou 5, donc en ménage avec cette femme, dont il a eu un enfant avant la naissance de son premier enfant légitime, et il avait caché ça à son épouse pendant 20 ans. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'au fond, nous regardons ça avec des regards ironiques de Français qui en ont vu d'autres, hein, effectivement, parce que l'histoire et la littérature et l'histoire récente est pleine de ces amours croisés, et nous estimons en bon français que ces drames de la vie conjugale ne regardent que ceux qui en sont les victimes ou les acteurs. Mais pour les Américains, ça n'est pas le cas du tout. Et il se trouve que j'ai eu un échange avec mon traducteur américain qui vit en France, et là-dessus, je lui dis « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il m'a fait une page entière outré en disant « Mais dans un cas, un homme qui montre son pénis caché derrière un léger voile sur Twitter, c'est absolument ignoble, il abuse de son pouvoir sur ses comparses démocrates, et de l'autre, la scandaleuse tromperie d'un élu de Californie qui cache pendant 20 ans son adultère à sa femme en obligeant en quelque sorte l'épouse et la maîtresse à cohabiter sous le même toit. » Alors c'est vrai que c'est un peu croquignolet, mais enfin, je lui ai répondu « Mais est-ce que vous avez vu les films de Bergman? Est-ce que vous avez lu Belle du Seigneur ?» Enfin bon, toute notre littérature n'est pleine que de ce genre d'histoire. Et au fond, on a envie de dire un peu d'indulgence pour les maris infidèles, pour les femmes infidèles, pour les épouses trompées et les époux qui ne le sont pas moins. Sachons distinguer le mur de la vie privée de la vie publique, et mettons entre les deux un mur étanche tant qu'il n'y a pas violence ou viol. Mais pour la mentalité anglo-saxonne, cela est impossible. C'est une impossibilité. Et alors, je pense qu'aux États-Unis, la sexualité, c'est ce à travers quoi chaque citoyen appartient à tous les autres, justement. C'est pas le corps de chacun appartient à tous, donc, comme je le disais tout à l'heure. Et j'en veux pour preuve une émission qui passe sur la côte Est tous les matins entre 9 et 10. C'est une émission sur l'adultère. Et là, ça ne concerne pas des hommes politiques, ça concerne des citoyens ordinaires. Et ils viennent en public et ils ont passé, avant de venir, des tests ADN. Et le présentateur leur dit, c'est une émission que je trouve absolument ignoble. Et le mec leur sort l'enveloppe et dit « Ah ben, monsieur Untel, vous croyez que votre fils est de vous? Je sors le test, pas de chance, c'est pas de vous. » Et là, la femme lui dit « Ben oui, t'étais tellement nul à l'époque, je t'ai trompé avec le facteur ou ton frère ou le voisin. » Et alors, ça conjugue le traumatisme de la mauvaise nouvelle avec l'obscénité de l'exhibition en public. Et donc, ce qui prouve bien, si vous voulez, que aux États-Unis, ce n'est pas simplement la moralité de l'homme public que l'on considère, c'est en quelque sorte la moralité du citoyen lambda, parce que pour les Américains, l'engagement matrimonial, et c'est en cela, me semble-t-il, qu'il diffère de nous, l'engagement matrimonial est presque un engagement patriotique. C'est-à-dire que c'est trahir sa femme ou trahir son époux, c'est trahir la nation américaine. C'est en quelque sorte saper le pacte qui a soudé les pères fondateurs. Et c'est ce qui ressort. Et c'est pour ça que l'adultère est tellement sanctionné et qu'on l'a comparé récemment aux attentats du 11 septembre en disant c'est le même genre de traumatisme qui peut frapper une épouse que celui qui a frappé la nation américaine. Et c'est la notion d'honnêteté, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la notion d'authenticité qui me paraît présider aux amours contemporaines pour les Américains. Et là, c'est le monde protestant, donc ça n'est plus notre univers culturel, c'est la transparence, c'est-à-dire c'est la franchise. Le mariage est en quelque sorte un mur
c'est une cage de cristal dans laquelle les époux doivent être absolument visibles l'un à l'autre. Et c'est ce qui explique aussi, par exemple, le problème de la séduction aux États-Unis. Moi, ça m'a toujours frappé. J'y ai vécu 2 ans. Quand un homme et une femme se rencontrent en Europe, ils plaisantent, en quelque sorte, ils s'approchent l'un de l'autre, ils lancent des piques et puis ils se retirent. Donc c'est un jeu qui tient évidemment du marivaudage et de la séduction selon la tradition qui est la nôtre. Aux États-Unis, c'est un entretien d'embauche. Et ça, par exemple, on dit tiens, on va faire un blind date, on va inviter une jeune femme qui est célibataire et un monsieur qui vient de divorcer. Et il commence à parler. Alors qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Oui, combien vous gagnez par mois, puisque l'argent n'est pas tabou? Ah, c'est pas mal oui. Ah oui, c'est un beau salaire, oui. Et petit à petit, la conversation s'engage sur des terrains plus intimes. Mais ces terrains qui pourraient nous paraître intimes à nous sont en fait des moyens d'éclairer la personnalité de la candidate ou de l'impétrant. Et on demande, par exemple, avez-vous des préjugés racistes? Est-ce que vous n'aimez pas les Mexicains, les Noirs, les Juifs? Avez-vous des expériences homosexuelles? Et une fois à un dîner, il y a même un jeune homme qui a un peu éméché et déjà bien engagé dans une conversation avec sa future fiancée, lui a demandé si elle avait des difficultés à éprouver l'orgasme. Et alors là, et personne n'a eu l'air d'être choqué, alors qu'évidemment, pour nous, en Europe, ce serait quelque chose qui relève quand même, malgré tout, du domaine privé. Je pense qu'on peut attendre quelques heures avant. Mais pour lui, c'était simplement une manière de dire, ben voyons où j'en suis. Quelles sont vos possibilités, vos faiblesses, sur quel point précis pouvons-nous travailler? Et ensuite, les époux, effectivement, ou les futurs époux travaillent à dissoudre les nœuds d'incompréhension. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous, adeptes du clair-obscur, paraît tout à fait singulier et par moments effrayant. Le seul cinéaste américain qui ne tombe pas là-dedans, c'est Woody Allen, mais c'est pour ça qu'il est tellement aimé en Europe et si peu connu aux États-Unis. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grandes tragédies amoureuses aux États-Unis sont toujours des tragédies de la trahison, c'est-à-dire tu m'as menti, et là le monde s'écroule. Et on a envie de leur dire, mais lisez Proust, hein, vous allez voir ce que c'est. Lisez Balzac, lisez Racine. En amour, la franchise est une notion qui mérite d'être problématisée. Et c'est la même chose en Europe du Nord. Hein. J'étais la semaine dernière en Scandinavie, en Norvège. Là-bas aussi, on ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec l'engagement. Un oui est un oui, un non est un non. Ça n'est pas un oui peut-être, non mais. Et toute infraction au contrat conjugal de la part de l'homme ou de la part de la femme est immédiatement sanctionnée par un départ. Donc il y a vraiment 2 cultures de l'amour. Alors évidemment, je ne vous dis pas laquelle je préfère, mais ce qui explique, pour revenir à l'affaire DSK, que évidemment, s'il y a eu tentative de viol, si c'est avéré par la justice, c'est évidemment absolument scandaleux et il doit se faire traiter d'urgence, même si c'est un peu tard maintenant, mais on est là aussi, par exemple, excusez-moi, mais là, je fais la libre association. Donc l'avocat de la plaignante, Kenneth Thompson, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, a fait un appel public à toutes les victimes de DSK. Mais là, on est dans l'ogre. C'est-à-dire que, quelle que soit la puissance de ce monsieur, il n'a quand même pas arrosé des villages entiers d'Afrique et de France, au point que 10 000 jeunes femmes arriveront en disant « Mais moi aussi, j'ai reçu une goutte, je suis une victime ». Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, mais je pense d'ailleurs que c'est une stratégie de désespoir. Enfin bon, peu importe. Mais voilà. Donc c'est vrai. Il y a vraiment 2 conceptions, et sur ce plan-là, il y a un combat très violent dont on a peu d'écho en public entre les féministes françaises et les féministes américaines. Je pense à quelqu'un comme Joan Scott aux États-Unis, qui ne cesse de dire que le modèle français et européen, par extension, est un modèle machiste, qu'il faut en arriver à
détruire petit à petit ces pratiques séculaires que sont la séduction, le compliment, la galanterie, qui sont les résidus d'un ancien régime et qui consacrent l'écrasement de la femme par l'homme. Et puis vous avez, donc c'est un féminisme plutôt différentialiste, et puis vous avez un féminisme à la française, représenté par des femmes comme Mona Ozouf, pour qui j'ai une énorme admiration, Irène Théry, et qui estime que le féminisme dans la lignée de Simone de Beauvoir, c'est la revendication pour la femme d'accéder à l'universalité, hein, non pas de se revendiquer en tant que corps séparé, dépositaire de valeurs différentes, mais au contraire de participer à égalité avec l'homme au banquet de l'universel. Et ce combat est extrêmement violent dans les universités nord-américaines. Il est aussi présent à travers toute la littérature sur les genres, et il a été relancé par l'affaire DSK. Donc cette affaire est un séisme, je pense. Il y aura vraiment un avant et un après. Bon, il est dommage que ce nom ne restera associé à cet épisode à la fois sordide et burlesque, et qui nous réserve, à mon avis, beaucoup de surprises. Parce que là aussi, le puritanisme anglo-saxon, c'est pas du tout celui des pères fondateurs, c'est pas celui de la lettre écarlate de Thoreau, une jeune femme de... J'ai oublié le nom, enfin, peu importe, de Nathaniel Hawthorne, le grand roman américain où on voit une jeune femme marquée de la lettre A sur le front parce qu'elle a trompé son mari. C'est pas celui-là, c'est un puritanisme médiatique. Et qu'est-ce que c'est au fond? C'est la possibilité donnée aux médias, avec Clinton, avec le juge Clarence Thomas, avec l'ancien gouverneur de l'État de New York, Fitzer, de parler de sexe, de sperme, de sodomie, de fellation, en toute innocence pendant des années. Et là, ça va se déchaîner. Le sperme sur la robe de Monica Lewinsky, là maintenant c'est sur la collerette de la femme de chambre. Vous allez voir que dans la presse américaine, ça va être des jours et des jours de débats extrêmement sérieux, où des augustes personnages, indignés évidemment par l'attitude du pervers français, vont se demander ce qu'il a fait, jusqu'où, comment, de quelle façon. Et au fond, c'est un puritanisme lubrique. Hein, je crois que c'est le puritanisme, c'est la permission de parler de sexualité en toute innocence, sous couleur de réprobation. Et voilà, donc c'est en cela qu'il est intéressant. Et au fond, nous ne mettons pas la pudeur exactement là où les Américains la mettent. Je crois que c'est ça la différence entre eux et nous. Et tout à fait admis par tous les Américains. Il n'y a eu que de la fellation. Autrement dit, l'amour, la tromperie commencerait au fond avec la pénétration. Alors là, un débat byzantin, effectivement, où commence l'acte sexuel. Alors c'est vrai que c'est un... Non mais c'est... Comme le temps avance, on va encore reposer une ou deux questions et comme ça, laisser l'occasion. Vous avez raison, c'est une vraie question qui fait l'objet de cours aux États-Unis. Y a-t-il acte sexuel? Où commence l'acte sexuel? La pénétration entérine-t-elle un acte sexuel? Et alors c'est vrai que dans la pratique amoureuse des Américains adolescents, vous savez que le dépucelage avait lieu en général dans les voitures et que la fellation était considérée longtemps dans les collèges et les universités comme étant en quelque sorte un geste amical. Hein, c'était une façon de dire, bon, bah, écoute, si c'est trop lourd pour toi, je veux bien te donner un petit coup de main, si ça te fait plaisir, tu verras que je suis une bonne amie. Et c'est une question métaphysique, en quelque sorte, sur laquelle je n'ai pas de réponse, mais naïvement, je considérais jusqu'à l'affaire Clinton que la fellation constituait peut-être une des premières étapes vers l'acte amoureux, que ça n'était pas simplement l'équivalent d'une poignée de main. Mais sur ce plan-là, je serais peut-être démenti. Une question en haut. Oui, une question qui reste dans le monde
anglo-saxon. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une dimension patriotique dans le mariage aux États-Unis. Il y a eu, au moment où il y a eu beaucoup de discussions sur la légalisation du divorce en Angleterre, un ouvrage de Gilbert K. Chesterton qui s'appelait Divorce et qui était une défense du couple, qui est assez paradoxale. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensez, parce que c'est un écrivain catholique, mais il défendait pas du tout le mariage ou le couple pour des raisons catholiques. Il disait l'État libéral est dur. Il y a vraiment cette métaphore de la machine qui broie les individus, et le couple finalement est le dernier rempart, est vraiment la cellule contre une société, contre un État qui est dur et qui est violent. J'aurais voulu savoir si cette dimension politique du couple avait une place dans votre réflexion, et si vous identifiez sa présence actuellement. Je ne connais pas ce livre de Chesterton, je connais plutôt un livre de Bertrand Russell sur le mariage en 1920. Mais il est vrai que les conditions ont changé aujourd'hui, puisque j'ai dit tout à l'heure que la société avait cessé d'intervenir dans nos amours, mais qu'aujourd'hui c'est plutôt une société qui entoure les gens, c'est une société qui se veut maternante. Alors peut-être cela va-t-il changer avec l'effacement progressif de l'État-providence en Europe. Et c'est vrai que l'État-providence est fauché, donc toutes les prestations dont nous bénéficions, tous les soins, toute la sollicitude que la puissance publique manifeste à notre égard risquent un jour peut-être non pas de disparaître, mais en tout cas de diminuer. Mais par rapport à l'Angleterre des années 1900, c'est vrai que nos États, moi je vois dans la mairie de mon arrondissement, les affiches se soucient de notre bien-être, ce qui est entièrement nouveau, hein, c'est quand même, et c'est une bonne chose. Je voyais notamment une campagne de défense de l'homosexualité dans la mairie du 3e arrondissement à Paris, où j'habite, et je crois que ça n'aurait pas été le cas dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Donc l'État se soucie de notre bonheur, c'est sans doute ça qui a changé. Mais le livre de Bertrand Russell, du mariage, qui date de 1920, est intéressant parce qu'il s'adresse à un public anglo-saxon formé donc aux valeurs de l'Église anglicane. Et il dit, une des solutions à la crise du mariage, parce qu'au fond on peut dire que tout au long de son histoire le mariage a été en crise, il dit c'est la solution française. Liberté pour l'homme et pour la femme d'avoir des aventures extra-conjugales, à condition de ne pas détruire la cellule familiale et de préserver les enfants. Donc c'est un peu la réponse à ce que vous me demandiez tout à l'heure, Martin. Alors évidemment, cette solution n'a pas été suivie du tout par les Anglais, et on voit bien que ça ne suffit pas non plus à maintenir en place la structure conjugale, mais il est intéressant de voir que les anglo-saxons ont fourni une réflexion très intéressante sur le divorce et sur le mariage, de Milton à Chesterton, en passant par Bertrand Russell, où ils ont chaque fois essayé de repenser les termes du contrat. Parce que oui, ça c'est une chose que je n'ai pas dite, c'est que le mariage religieux c'est une alliance, le mariage civil c'est un contrat. Et à partir du moment où c'est un contrat, il engage des partenaires. Et si votre époux ou votre épouse est un partenaire, évidemment, ça n'a pas tout à fait le même caractère de solennité que ça pouvait avoir autrefois lorsque le mariage était d'inspiration strictement religieuse. Une question ? Oui, bonsoir. Donc, il y a une semaine, j'organisais chez Bruxelles Laïque une conférence où on était une centaine de personnes à réfléchir sur la monogamie exclusive. Donc j'avais invité François Saint-Père, qui est écrivain, que vous connaissez peut-être, qui a écrit plusieurs livres, notamment Le Guide des amours pluriels. Et c'est intéressant dans le sens où on se demandait s'il y avait peut-être une troisième voie, avec évidemment aussi des complications et des situations parfois difficiles à gérer, mais pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans le couple monogame éternel, ou qui divorcent plus tard, ou qui tentent de tomber amoureux dans quelque chose d'assez sain et joyeux, en dehors de peut-être ce qu'on peut lire dans les journaux, comme on a beaucoup parlé ici. Et donc, on est quand même une petite communauté naissante ici à Paris, au Canada. Et donc, il y a le terme polyamour qui est sorti un peu dans la presse depuis 2 ans, en télévision, en radio, dans les magazines. Mais ce que je sens dans ce mouvement naissant, c'est qu'il a l'air de concerner pas mal de personnes qui, dans le fond, font le pari de la transparence
dans une certaine bienveillance. Mais on est d'accord qu'on ne s'inscrit pas dans la polygamie et qu'on n'est pas dans l'échangisme non plus, mais dans quelque chose qui ressemble plus peut-être à de la camaraderie amoureuse, comme dans les années 30, Armand en parlait aussi. Voilà, c'est des notions dont on parle assez bien. Et je voulais savoir si vous avez entendu un peu parler de tout ça et quel est votre avis là-dessus. Je connais tout ça. Mais d'abord, il est vrai que ça n'est pas si nouveau que ça, puisque l'amour a toujours été déchiré entre une tentation unique et une tentation polygame ou polyandre pour les femmes. Mais c'est drôle que vous me parliez de ça, parce que je viens de recevoir un manuscrit d'une jeune femme qui fait un grand éloge de la polygamie, où elle cite Françoise Saint-Père, justement. Et je l'ai lu. Et alors, curieusement, c'est très souvent les mouvements qui se réclament du polyamour insistent à juste titre sur les mensonges et les trahisons qui jalonnent la route du mariage classique, et notamment sur son issue tragique, qui est le divorce. Et donc, il y a paradoxalement, chez beaucoup de partisans du polyamour, quelque chose qui relève presque de l'ordre d'un conservatisme, c'est-à-dire cessons d'encourager le désordre de nos amours actuels en entérinant d'emblée la multiplicité des amours possibles. Alors c'est vrai que la monogamie n'est pas naturelle. Je ne suis pas sûr que la polygamie le soit plus. C'est-à-dire, au fond, justement, c'est ça l'ambiguïté humaine par excellence, c'est qu'au fond, nous ne savons pas exactement qui nous sommes et ce que nous voulons. Pardon, ce que nous voulons. Et il y a des moments de la vie où l'on s'engage dans une relation unique, et puis il y a des moments où l'on papillonne. Le risque étant, évidemment, de légaliser telle ou telle forme. C'est-à-dire que j'imagine que la polygamie pourrait aussi devenir un fardeau si tout d'un coup le législateur l'enregistrait et en faisait un article de loi en disant vous ne pourrez pas vivre à moins de 2 ou 3 dans votre foyer, faute de quoi vous paierez une amende. Et je me souviens avoir parlé au Sénégal avec un jeune mari qui avait 3 épouses et qui me disait que non seulement ça lui coûtait très cher sur le plan financier, mais que c'était un arbitrage constant et des disputes sans fin entre les épouses. Et il disait je m'en sors plus, je crois que je vais m'en débarrasser d'une parce que elles ne s'entendent pas, et la jeune épousée fait de l'ombre à la plus ancienne qui veut absolument l'éliminer. Et, disait-il, je redoute qu'un jour elle ne l'empoisonne en lui préparant la nourriture. Donc, la polygamie traditionnelle tend à s'effacer, notamment dans les pays de culture musulmane, pour toutes les raisons que je viens de dire, pour des raisons économiques, et parce que les femmes ne veulent plus non plus être soumises aux volontés d'un mari. C'est-à-dire que je crois que la grande revendication qui se fait jour aujourd'hui au Maghreb, en Afrique et en Asie, c'est la liberté pour les garçons et pour les filles de choisir leur conjoint, que ce soit un conjoint éternel ou un conjoint de quelques années. Je crois que c'est ça véritablement la ligne de fracture. Quelle que soit la forme d'association que vous choisirez avec un homme ou avec une femme, l'important, c'est que vous ayez la liberté de le faire vous-même. C'est que ça ne vous soit plus imposé par la tradition, par le village, par la famille, par la culture. Juste une petite réflexion, c'est que dans ce mouvement naissant, ce qu'on observe, c'est que donc la partie religieuse n'est pas du tout mise en avant. Et il y a d'ailleurs plutôt un ancrage dans la laïcité, mais que donc les personnes adeptes des amours pluriels sont aussi bien des hommes que des femmes et ne vivent pas forcément en même temps sous le même toit. Donc il y a beaucoup de formules, parfois avec des couples primaires, secondaires. Mais en tout cas, il y a une envie de transparence et de ne pas être d'être en dehors d'autre chose que la jalousie, qui est, je trouve, souvent cautionnée dans nos pays, quand on accuse quelqu'un d'un meurtre ou quand il y a un jugement. S'il y a eu jalousie, ça envenime les choses, il prend encore plus d'années. Enfin, ou en tout cas, il y a un rapport machiste aussi qu'on peut observer. Bon, donc, ce que je voulais juste dire, c'est que dans cette communauté, je pense qu'il y a une envie de... Il y a aussi bien des femmes qui vivent avec plusieurs hommes que l'inverse, mais pas forcément en même temps. C'est ça qui est intéressant aussi, en fait. Pas forcément sous le même toit.
Et dans une certaine jeunesse aussi, ça s'observe en fait. Voilà. Je crois que nous vivons aujourd'hui une polygamie successive. Hein, le fait de divorcer puis de se remarier, je pense que c'est aujourd'hui le lot d'une très grande majorité d'hommes et de femmes. Alors vous, ce que vous voudriez, c'est une polygamie, une polyandrie simultanée. Oui, pourquoi pas. Je pense que nous sommes à une époque où toutes les formes d'expérimentation amoureuse sont possibles, sans exclusive. Elles sont possibles justement parce que la puissance publique ne nous dit plus ce qu'il faut faire. Et donc libre à chacun de choisir les formes qui lui conviennent à tel ou tel moment de sa vie. On va prendre une dernière question et puis... Bon. Pardon, voilà. Mais c'est dans la continuité de ce que vous venez, dans votre intervention, où par rapport à la question du côté naturel de la monogamie, ou je veux dire que ce soit Fischer ou d'autres, que c'est vraiment lié à un processus absolument lié aux normes socioculturelles, et donc je ne sais pas par rapport à la polygamie, mais en tout cas c'est clair que là il y a une question éthique par rapport à la femme et à l'agriculture, la question privée, etc., dans l'évolution de la monogamie et de l'exclusivité. Et par rapport au Sénégal, l'exemple, il y a quand même là une question éthique en termes de discrimination franche par rapport à la femme, et donc c'est plutôt, je dirais, comment on installe la polygamie qui compte sur le point de vue éthique que le fait même de la polygamie. Et donc c'est pour venir en fait à ma première question que j'avais au départ, et j'ai fait ce détour-là, sur la question de la diversité, quand on voit certaines catégorisations, typologies et autres, sur la question justement des relations amour intime, passion, amour-passion, amour intime, Sternberg et d'autres, ou amour, affection, ce genre de typologie. Ce qui est plus intéressant, c'est de les voir non pas en se positionnant dans une case, mais sur le point de vue de la diversité, et de se dire qu'il y a une systémique spatio-temporelle pour chaque individu qui est plutôt justement d'envisager toute cette diversité, toutes ces cases, avec la variation qui vient d'être suggérée, et comme fil conducteur sous-jacent, la question de la négociation, de la communication et de l'éthique fondamentalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est par rapport à la question de la diversité que je lance là. La diversité des modes de vie possibles pour chaque individu. Oui, c'est ça le cadeau, le grand cadeau, et puis en même temps le cadeau empoisonné de la modernité. C'est qu'autrefois, les hommes et les femmes, et selon leur classe sociale, avaient un destin fixé à l'avance. Selon que vous étiez né riche, pauvre, paysan, ouvrier, la vie était fixée pour toujours, et pour les hommes comme pour les femmes. Or, aujourd'hui, justement, ce que la démocratie a brisé, la démocratie en progrès, c'est la notion de destin. Nous ne sommes plus prédestinés à une existence précise. Et par conséquent, effectivement, nous pouvons expérimenter toutes les formes, notamment de l'amour, comme vous le disiez, l'amitié, l'affection, les passions multiples, la passion unique. Et au fond, nous ne cessons de décliner notre vie durant toutes les figures de l'aventure amoureuse. Le plus triste étant, au fond, d'en être exclu, de ne pas avoir accès à cette... et de tomber dans la catégorie de la solitude. Là aussi, c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a un autre phénomène qui se généralise en Europe, c'est le célibat. 14 millions en France, 170, je crois, en Europe. Mais le célibat, c'est à la fois éventuellement l'isolement, l'exclusion, mais c'est peut-être aussi la possibilité, comme disait tout à l'heure monsieur, de vivre des choses inédites, notamment des formes d'union que la société ne favorise pas toujours. Donc effectivement, c'est cette ouverture qui est un peu vertigineuse aujourd'hui et qui explique que souvent, quand on est jeune, on s'engouffre dans les formes les plus conformistes, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on élargit un peu sa palette et au fond, on suit les inclinations de son cœur, ce qui est la meilleure définition de l'amour.